préciser que la première heure de notre session sera enregistrée, comme vous avez vu, incluant les présentations de nos invités et les séances de questions-réponses. Si vous souhaitez éteindre votre caméra, vous pouvez le faire maintenant. Je vous remercie encore d'avoir pris le temps de participer à cette réunion avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de rencontrer nos conseillers, même de façon virtuelle. Si vous êtes nouveau chez Catalyst ou à nos rencontres, l'objectif de ces sessions est de permettre à nos conseillers de partager leurs informations et expériences entre eux. C'est aussi une opportunité pour vous de mieux comprendre nos programmes et processus, sachant que beaucoup de choses ont évolué rapidement ces 2 dernières années. Ces sessions sont également un excellent moyen de vous connecter avec d'autres conseillers de votre secteur qui effectuent un travail similaire. Chaque session aborde une thématique différente et nous sommes ravis de pouvoir les organiser de façon plus régulière. Les sessions d'aujourd'hui sont consacrées aux affectations progressives. Nous avons invité Jane Main, gestionnaire principale des programmes pour l'ACI chez Catalyst Plus, qui va partager avec nous des informations clés sur ces affectations, ainsi que leurs avantages et spécificités. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Ginette Johnston, conseillère expérimentée chez Catalyst Plus, qui va nous parler de son expérience sur les affectations progressives en Afrique. Je tiens également à vous présenter l'équipe de services aux volontaires qui rend ces rencontres possibles. Camille, agent de services aux volontaires, gestion de la boîte de dialogue. Magda, agente principale des services aux volontaires, qui sera le support technique. Et également présente, on a Poc Grafland et Pilar Albareda. Donc, voici l'ordre du jour pour la session d'aujourd'hui. Nous allons commencer par une présentation de Jane, suivie d'une séance de questions-réponses où vous pouvez poser toutes les questions sur les programmes. Ensuite, Ginette va prendre la parole et une session de questions-réponses suivra également sa présentation. Les 2 présentations ainsi que les séances de questions-réponses seront enregistrées. Après la présentation de nos invités, nous proposons 30 minutes de réseautage en petits groupes. Cette partie sera informelle et la participation est entièrement facultative. Donc, avant de commencer, je vais aller sur quelques consignes. Veuillez éteindre votre micro lorsque vous ne parlez pas. Activez ou désactivez votre vidéo selon vos préférences. Posez vos questions dans la boîte de dialogue ou gardez-le pour la session de questions-réponses à la fin de chaque présentation. Les présentations et les sessions de questions-réponses seront également enregistrées. Pendant la session de questions-réponses, utilisez la fonction « Levez la main » et attendez qu'on vous donne la parole. Avant de prendre la parole, présentez-vous brièvement au groupe. Soyez concis et respectueux du temps et des interventions des autres participants. Donc, je vais présenter Jane, gestionnaire principale des programmes pour l'ACI. Jane dirige des projets de renforcement des capacités en Asie du Sud-Est avec un accent particulier sur l'égalité des genres. Elle possède une vaste expérience dans les secteurs publics, privés et à but non lucratif. Avant de rejoindre Catalyst Plus, elle a travaillé pour Finca et Kiva.org, où elle a géré des programmes de microfinance et promu l'inclusion financière. Sa carrière diversifiée comprend également des rôles à Statistique Canada, à la Banque interaméricaine de développement, chez Goldman Sachs et au ministère des Finances du Canada. Jane est titulaire d'une licence en économie et d'un master en affaires internationales. Polyglotte, elle parle 5 langues et a mis en œuvre des programmes dans 17 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes, après avoir vécu dans 5 de ces régions. Donc, sans plus tarder, j'invite Jane à prendre la parole. Ok, merci Natalia. Oui, je vais juste partager mon écran.
Oh, pardon. Est-ce que quelqu'un peut confirmer quand vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. Oui. Oui. OK, parfait. Merci. OK. Bon, merci beaucoup, Natalia, pour l'introduction et pour l'équipe au service de volontaires pour organiser cet événement. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Comme Nathalie avait dit, je vais parler un peu, expliquer un peu ce que sont les affectations progressives, ce que ça veut dire pour vous, les conseillers. Je vais partager quelques exemples et puis finalement, nous aurons un petit vidéo à vous montrer d'un de nos partenaires qui a déjà fait une affectation progressive. Je m'excuse d'avance pour les erreurs de français. Et afin de faciliter le partage d'informations, la discussion aujourd'hui, je vais utiliser le genre masculin. Bon, donc, que sont les affectations progressives? C'est une série d'affectations comportant au moins une phase virtuelle et une phase dans le pays. Les affectations progressives se sont développées d'une façon organique, souvent pour répondre aux besoins de nos partenaires. Nous avons également été confrontés à de différentes circonstances qui nous ont obligés à faire preuve de souplesse afin de nous adapter au mieux au calendrier de nos partenaires et de nos conseillers. Comme vous le savez peut-être, l'une des caractéristiques, disons, des programmes de développement international est la nécessité d'être constamment flexible et adaptable et de s'adapter aux circonstances. Mais lorsque nous avons commencé à mettre en œuvre ce format plus régulièrement, nous nous sommes rendus compte que nous devions établir des lignes directrices définissant plus clairement ce qui constituait une affectation progressive, car cela avait des implications pour nos processus de recrutement, par exemple, et de collecte et suivi de données. Donc, à vrai dire, les implications sont plus internes à l'organisation. Je crois que pour les conseillers, il n'y a pas de grands changements dans la manière dont vous travaillez, la manière dont vous faites vos affectations. Mais voilà, on voulait juste vous faire savoir un peu de ce que ça veut dire. Donc, les paramètres qui définissent les affectations progressives sont les suivantes. Les thèmes de chaque phase doivent être étroitement liés. Il y a un seul conseiller qui est concerné, un seul partenaire qui est impliqué, à moins qu'il ne s'agisse d'un travail en groupe. Et idéalement, l'intervalle entre les phases ne devrait pas dépasser un mois. Et ce dernier point, c'est parce que normalement, nous essayons de récupérer le rapport de mission et le formulaire de rétroaction de vous dans un délai d'environ un mois après la fin de l'affectation. Et cela nous assure que l'information reste dans l'esprit et vous n'oubliez pas de détails importants. Mais si jamais l'un de ces paramètres n'est pas rempli, il n'y a pas grand-chose, pas de problème. Nous traiterons chaque affectation individuellement comme nous le faisons habituellement. Donc, pour vous, nos conseillers, qu'est-ce que cela signifie? Le conseiller sélectionné devra mener à bien toutes les phases de l'affectation. Et dans le profil de l'affectation sur mon Catalyst Plus, vous allez voir que l'affectation indiquera qu'elle est progressive dans le champ but de l'affectation. Donc, comme vous voyez ici, ça dit phase 1, ça dirait phase 1, phase 2, phase 3. Et cela vous signalera que vous devez regarder tous les profils liés à cette affectation pour voir si c'est quelque chose qui ça vous intéresse. Et vous pouvez élaborer un seul plan de travail avec le partenaire, à condition que chaque phase comporte des activités distinctes. Et quoi d'autre? J'ai de bonnes nouvelles pour vous. C'est qu'à l'issue de la dernière phase, vous n'aurez qu'à remplir un rapport d'affectation et un formulaire de rétroaction. Et nous vous demandons simplement de prendre en compte les nuances de chaque phase. Donc, par exemple, de détailler les travaux réalisés au cours de chaque phase et d'indiquer le nombre de personnes qui ont participé dans chaque phase, parce que parfois, ça peut
ça peut changer d'une phase à l'autre. Et bon, c'est un peu ça. Je vais partager des exemples. Le premier, c'est avec notre partenaire PRIC MPC aux Philippines. L'objectif de l'affectation, c'était le développement d'un système personnalisé de gestion automatisé des points de vente. Euh, donc, d'abord, la conseillère a travaillé avec le partenaire sur le développement d'un tel système qui a permis aux partenaires de surveiller et de contrôler ces opérations plus facilement et plus efficacement. C'était une phase, une affectation virtuelle qui a eu lieu au cours d'environ 8 semaines. Et dans la seconde phase, qui est actuellement en cours, la conseillère est là en pays pendant environ 2 semaines et elle forme le partenaire à la mise en œuvre du système afin qu'il soit en mesure de le faire fonctionner, de le modifier et de le gérer. Donc, comme vous voyez, les deux thèmes sont très, très étroitement liés. C'est pas un travail qu'on fait avec le partenaire sur, par exemple, les ressources humaines et le marketing. Non, ça c'est pas vraiment lié comme thème. Et le second exemple que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est avec notre partenaire MOA, Ministry of Women's Affairs au Cambodge. L'objectif de l'affectation, c'était le renforcement des capacités pour la formulation de politiques en matière d'égalité des sexes. Je ne vais pas trop parler de ce travail, en fait, parce que c'est le travail que notre conseillère Ginette a fait. Donc, c'est elle qui va parler de ses expériences. Mais je voulais juste mentionner deux petites choses à ce sujet. Vous verrez que dans ce cas-ci, c'est une affectation, une série d'affectations avec 3 phases. Donc, dont la première était virtuelle, la deuxième dans le pays, puis la troisième virtuelle. Et vous savez peut-être que normalement, nous pouvons allouer 10 jours avant et après une affectation. Et ça permet à vous, le conseiller, de faire des préparations de voyage avant votre départ du Canada. Et aussi, après votre retour au Canada, de finir les dernières tâches telles que le rapport de dépenses. Bon, et cette allocation de temps peut aussi être utilisée pour préparer les tâches de l'affectation. Mais ce qu'on trouve, c'est que parfois, les 10 jours ne sont pas assez de temps pour faire tout cela. Donc, en créant une affectation virtuelle supplémentaire, ça nous aide à gérer le temps. Et nous savons que les conseillers et les partenaires continuent souvent les communications après la fin de l'affectation, mais que ces communications sont souvent informelles. Il n'y a pas de problème avec ça, on aime ça, on l'encourage. Mais lorsqu'il y a des tâches spécifiques à effectuer à partir du Canada, on trouve que la création d'une affectation virtuelle nous permet de mieux comprendre les tâches que vous aviez faites, de mieux mesurer les résultats de votre travail, ainsi que de mesurer le temps que vous consacrez à l'affectation. Et toutes ces informations, toutes ces données sont très importantes pour nous parce que ça fait partie de notre rapportage aux donateurs. Et dernièrement, je vais juste parler un peu des avantages des affectations progressives. Bon, nous trouvons que l'approche progressive présente plusieurs avantages. L'un des plus importants étant qu'elle permet à nos conseillers et à nos partenaires d'établir des relations plus solides et plus profondes. Une phase virtuelle avant votre déploiement dans le pays vous permettra de mieux vous connaître, de mieux comprendre les besoins et les attentes du travail que vous ferez ensemble. Et en plus, ça vous permettra peut-être plus de temps pour réaliser le travail sans se sentir trop pressé pendant votre court séjour dans le pays. Et pour les phases virtuelles qui prennent lieu après votre retour au Canada, vous pourrez continuer le travail ou la collaboration avec le partenaire d'une manière un peu plus formelle. Dans certains cas,
nous trouvons que l'ajout d'une phase virtuelle à l'affectation dans le pays peut se traduire par un emploi de temps plus souple et plus pratique, ce qui pourrait multiplier les occasions pour les participants de se joindre à l'action et pour profiter de l'opportunité d'apprentissage. Je vais faire une petite commentaire sur les affectations virtuelles. Bon, moi, je comprends tout à fait que parfois le travail virtuel, c'est compliqué. Mais du point de vue de nos partenaires, nous travaillons avec des partenaires qui habitent dans des zones très rurales ou qui habitent dans les pays où on ne permet pas les rencontres en personne à cause des raisons, de diverses raisons, raisons administratives, raisons dans l'extrême à cause des conflits. Donc, pour eux, parfois, les opportunités d'apprentissage, les opportunités d'apprendre, de recevoir les connaissances, les compétences, c'est vraiment rare, vraiment spécial. Donc, pour nous, avoir des conseillers qui sont prêts à essayer de leur mieux de soutenir nos partenaires et nos bénéficiaires, même dans une manière virtuelle, ça nous signifie beaucoup et ça signifie encore plus pour les partenaires. Donc, les affectations virtuelles, c'est quelque chose, je pourrais parler de ça pour longtemps. Mais je vais garder ça pour un autre temps, car aujourd'hui, on parle des affectations progressives. Je vais juste finir par dire que les affectations progressives, pour nous comme organisation, nous permettent d'approfondir notre soutien aux partenaires tout en minimisant les dépenses liées au programme. Donc, ça nous permet de gérer le programme et le budget limité d'une manière, disons, responsable. Donc, nous croyons que l'approche de l'affectation progressive peut créer une collaboration avec le partenaire qui est plus efficace, plus gratifiante et, j'espère, plus fructueuse dans l'ensemble. Donc, c'est un peu ça. J'aimerais bien prendre des questions si vous en avez. Mais premièrement, je crois qu'on va montrer le vidéo. Donc, Merci, Jane. Vous pouvez voir mon écran, c'est bon? oui, Oui, merci, parfait. Magda. Merci. Un moment. Hello, my name is Bonavi. I am a Deputy Director of Ministry of Women Affairs, Cambodia. We are pleased to be partnering with Catholic Plus to empower women and generate effective improvements toward economic growth and equality in Cambodia. We have benefited from working with our Catholic Plus advisor over multiple phases because the selected advisors are very professional, expertise in the field that is required. From one advisor to another, we have received many knowledge, advice, recommendation, feedback, and coaching and support to make sure that after each assignment, participants can implement that knowledge into use with their daily work. And more importantly, thanks to our work with Catholic Plus, we are better able to promote gender equality and women empowerment across Cambodia with the usage of media and digital platforms. Merci beaucoup, Jane, pour cette présentation très instructive. Vu qu'il n'y a pas de questions dans la boîte, j'ouvre la parole à des personnes qui ont des questions pour Jane puis sa présentation. Donc, si vous voulez, vous pouvez lever les mains. Oui, Benoît. Bien, bonjour. Super programme, super intéressant. La question que j'avais, c'est en ce qui concerne les outils qu'on peut utiliser dans le cadre de ce genre d'activité-là, quand on est à distance principalement. Et il y en a qui s'en viennent, il y en a sur lesquels j'ai appliqué. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire ce genre de choses-là, mais ailleurs dans la vie.
je travaille avec des outils de collaboration en ligne et par exemple des tableaux blancs, des whiteboards, des Miro, des Jamboards, ce genre de choses-là. Et je sais que c'est quelque chose qui pourrait être utile dans ce cadre-là. Donc, les gens sont ensemble, mais on n'a pas nécessairement accès à ces outils-là. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc, je parle de donc Mural, Miro, Jamboard ou ce genre de choses-là. Il y en a qui sont incorporés dans les outils comme Google Meet et puis aussi Zoom, mais c'est des tableaux blancs dans lesquels les gens peuvent cliquer puis participer, faire des post-it en ligne. Donc, est-ce qu'on a pensé à ça? Puis, est-ce qu'on a une proposition? Ça pourrait être utile. Ben, super, merci beaucoup pour la suggestion. Je ne connaissais même pas, mais quand vous avez parlé des outils, en fait, Catalyst Plus récemment a mis à disposition d'autres outils pour justement faciliter ben, les affectations virtuelles puis l'engagement entre les deux parties. Mhm. Je me souviens plus du nom des outils, mais peut-être Magda ou POC pourrait nous en parler un peu plus. I think le nom de Magda, the name of your Oui, software? le software. Oui, exactement. Oui, il y a le Mentimeter, Mentimeter. qui on peut faire le question, le whiteboard, je sais pas en français, mais le poll dans votre rendez-vous avec le partenaire. C'était vraiment nouveau. C'était juste à la fin de en août. Camille, est-ce que vous pouvez expliquer un peu parce que ton français est Oui. meilleur que moi? Ah oui, alors, comme Magda a dit, on a le Mentimeter et on a aussi le SurveyMonkey pour les sondages et les enquêtes professionnelles. On a aussi accès à notre compte Zoom, comme vous savez, et on peut utiliser les fonctions sur Zoom aussi. Et puis, on a aussi accès à Handbrake. Et ça, c'est un logiciel pour couper les vidéos pour qu'ils soient euh, envoyés à d'autres gens. Et aussi Capwing, ça, c'est un logiciel d'édition vidéo pour le montage de base. Merci Super. beaucoup. Dépendant des outils que l'on a et du niveau que l'on a de licence. Il y en a déjà qui sont incorporés, comme dans Zoom, il y en a un. Dans Google Meet, il y en a un, mais je ne sais pas si on a la licence Catalyst Plus. Sinon, et on pourra s'en reparler. C'est quelque chose sur lequel moi je travaille par ailleurs. Merci, merci Benoît pour les suggestions. On va regarder ça puis donner des nouvelles si. Merci. Tia? Oui, Tia. Est-ce que oui. Vous pouvez pas. Oui, on vous entend pas? T'entends pas? Si vous voulez, vous pouvez écrire la question dans la boîte de dialogue si vous avez des problèmes d'audio. Ça serait peut-être plus facile de mettre la question dans la boîte, puis on va répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, suggestions, commentaires? Non. Donc, je pense qu'on peut passer à la présentation de Ginette. Donc, juste un instant. Oui, je vais essayer de partager mon écran. Voyez bien mon écran? Oui?
Parfait. On a Et la je pense que question. Sarah, allez-y. Oui, C'est la bon. même chose que vous. On a la question de Tia dans le chat. Ah oui, OK, merci beaucoup, c'est gentil. Je peux pas les voir. Je Oui, peux OK. Je, je voudrais savoir si les non-canadiens sont éligibles au programme. Et Tia, merci pour la question. Normalement, on demande à nos volontaires qu'ils soient canadiens ou qu'ils possèdent la résidence permanente. Euh, Par contre, si jamais la personne est un Canadien ou un résident permanent qui ne réside pas au Canada, la personne peut faire des affectations virtuelles, mais juste des affectations virtuelles. J'espère que ça répond à votre question. Et que vous m'entendez bien, sinon je vais essayer d'envoyer des réponses dans la boîte. Laissez-moi savoir si vous m'entendez bien. Donc, j'aimerais maintenant vous présenter à Ginette Johnstone, notre conseiller Catalyst Plus. Ginette est une présentatrice et une animatrice expérimentée qui a travaillé au Canada, aux États-Unis et en Europe. En tant que conseillère pour Catalyst Plus, elle a effectué plus de 20 affectations dans les pays comme l'Éthiopie, la Tanzanie et les Philippines. Titulaire d'une licence en psychologie, d'une maîtrise en éducation des adultes et des certificats en gestion de volontaires et en administration d'affaires, elle est spécialisée dans le développement des organisations et des conseils d'administration. Ginette a été directrice générale d'un centre de bénévolat et propriétaire de Johnstone Training and Consultation pendant 15 ans. Elle est également l'auteur de plusieurs livres sur la gouvernance et le développement des conseils d'administration. Donc, maintenant, je passe la parole à Ginette pour qu'elle fasse la présentation. Okay. Est-ce que tu peux libérer le... Oui, ça va, OK. Alors, je Oui. partage... Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait bien plaisir d'être capable de partager avec vous un peu mon expérience avec les affectations progressives. Et j'espère que ça va vous aider à voir vraiment les bénéfices que cette affectation apporte. Je pense que vous allez trouver que je vais supporter pas mal ce que Jane a déjà dit, parce que c'est un peu la même chose. Alors, j'ai fait deux affectations, une qui est en troisième phase et une qui fait juste commencer. La première, c'est celle que Jane a mentionnée au Cambodge. C'était avec le département d'égalité des genres pour le ministère des Femmes des Affaires. Et là, ma visite au pays a été en juin. Alors, j'avais fait la phase virtuelle. En juin, on a fait en pays et maintenant, on est en train de faire la troisième phase virtuelle. J'ai aussi été sélectionnée pour faire une affectation en Sainte-Lucie pour là les départements des affaires domestiques et des affaires de genre. C'est une affectation qui veut essayer de sensibiliser les services de protection comme la police, les frontières, le feu, etc. Alors, je vais passer un peu plus de temps sur celle de Cambodge puisque celle-là, elle est plus développée. Alors, comme j'ai dit, il y a trois phases, virtuel au pays et virtuel. L'objectif de cette affectation était le renforcement des capacités pour la formation de la politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Mais comme c'est souvent le cas, l'objectif ne décrit pas complètement exactement ce que le partenaire avait en tête. Alors, on a développé dans notre plan d'action 5 différents produits livrables qu'on a développés pour cette organisation. Alors, le premier, c'était un développement d'une politique en égalité des genres. Le département en charge avait déjà commencé
à développer une politique qui devait s'appliquer au sein du gouvernement royal du Cambodge. Alors, tous les départements du gouvernement. Ils avaient déjà commencé. Dans la première phase virtuelle, j'en ai eu une copie. On a pu critiquer, faire des suggestions, etc. Et durant la visite au pays, on a aussi beaucoup travaillé à raffiner, à développer en plus de détails cette politique. Et je comprends que maintenant, c'est la dernière phase, ils sont bien proches près à aller pour l'application de cette politique dans les différents départements. Avec ce travail en groupe, on a aussi fait, en fait, 4 ateliers, un sur le mainstreaming, un sur l'analyse des genres, un sur le processus de développement de politique, et finalement, on a fait une formation d'animateurs et animatrices pour qu'ils soient capables d'animer les 3 ateliers qu'on avait déjà faits. Alors, ça s'est passé durant ma visite, j'ai animé les 3 ateliers dans 3 différents jours. Et la semaine d'ensuite, on a fait 4 jours de formation d'animateurs et d'animatrices pour qu'ils soient, eux, confiants, capables, compétents de faire l'animation de ces 3 ateliers. On a aussi, dans la formation d'animateurs et animatrices, on a aussi couvert beaucoup de points techniques sur le développement d'un atelier pour qu'il soit capable d'utiliser ses compétences pour développer peut-être d'autres ateliers qui seraient nécessaires ou une bonne idée pour le département. Alors, c'est le gros de l'affectation. Je vous présente un peu des petites photos de ce qu'on a fait, le groupe en formation. J'ai trouvé le groupe vraiment ouvert et intéressé à ce qu'on faisait. Alors, je vous donne un peu le trajet qu'on a suivi. La première phase, évidemment, c'était des rencontres Zoom. On a commencé avec une bonne clarification des besoins et des attentes parce que, comme j'ai dit, c'était un peu plus compliqué que la description del deck, qui est bien, ça arrive assez souvent. Et on a aussi travaillé beaucoup sur le développement de la politique, les discussions sur ce qui devrait être incorporé, ce qu'on n'avait pas besoin, un peu le contenu et aussi l'application. Durant cette première phase, j'ai aussi fait une analyse de besoins. En fait, j'en ai fait 2. C'était envers le même groupe, mais la première analyse, elle est surtout sur leurs impressions, leurs connaissances au sujet de l'égalité des genres. Et la deuxième était plus axée sur leurs compétences et leur expérience en formation. Combien de fois ils avaient fait de formation et la confiance qu'ils avaient dans ce sujet. Et finalement, durant cette phrase, on a aussi clarifié et défini les objectifs d'apprentissage pour tous les ateliers afin qu'on puisse les développer pour qu'une fois que je suis au pays, on soit prêt à les animer. La deuxième phase en pays, comme j'ai dit déjà, on a fait beaucoup de développement de la politique, on a raffiné ça un peu et on a eu surtout la présentation des ateliers. C'était intéressant parce que j'ai quand même eu les 25, bien proches les mêmes personnes pour les 3 ateliers et la formation des animateurs. Alors, c'était vraiment intéressant de voir leur évolution, leur, la confiance qu'ils ont été capables de trouver dans ce chose. Et je dois dire aussi qu'ils ont déjà fait rapport, qu'ils ont présenté, ils ont déjà animé ces ateliers plusieurs fois déjà depuis que j'y suis allée. La troisième phase, comme effet, c'est le retour d'information. Maintenant, je dois dire, quand Jeanne a présenté ce projet dans sa présentation, elle a dit que la dernière phase virtuelle était de 2 semaines. Je crois que ça va probablement être pas mal plus long que ça parce qu'on s'est dit qu'on voulait faire du coaching, on voulait aider les animateurs et les animatrices à raffiner leur talent, leurs compétences. Alors, je crois que ça va durer quand même
plusieurs mois qu'on va être en contact et qu'on va continuer au travail qu'on a déjà commencé. Alors, évidemment, il y a un tour d'information. On va faire des sessions de coaching et de feedback des conseillers. Ce qu'on planifie là, c'est de faire des petites rencontres de Zoom où les gens qui ont déjà animé les ateliers pouvaient se rencontrer, discuter de leur succès, où ils ont eu des difficultés et de développer des stratégies pour que ça aille mieux. Et aussi, on va faire une évaluation de deuxième phase pour tous les ateliers, voir si le matériel a été compris et contenu utilisé. Alors ça, c'est Cambodge. Sainte-Lucie, on est juste au départ. On a eu l'interview et aussi on va faire bientôt une première session d'introduction. Alors, les phases sont quand même encore à déterminer. L'objectif, c'est la politique Dignity at Work, qu'ils s'appelle, et Gender Mainstream dans les services de protection, comme j'ai dit, qui inclut la police, le militaire, les services de frontières, et je crois les pompiers, les services de feu. Alors, comme vous voyez, ce sont des groupes qui sont quand même dominés par le masculin. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. Les produits d'hiver, dans ce cas, sont similaires au Cambodge, mais un peu différents. On va faire évidemment une analyse de besoins, mais le focus sera un peu différent. Dans ce coin, ce sera plutôt sur les impressions, les croyances qu'ils ont de ce sujet. On va essayer de développer une politique et dans leur cas, ils veulent vraiment avoir une base plus sérieuse sur le harcèlement sexuel parce qu'ils ont eu des problèmes dans ce domaine-là. On va développer, et j'espère qu'on va animer plusieurs sessions sur la sensibilisation sur le genre avec les gens qui font partie de ces services. Ils veulent aussi un guide pour une commission de plainte. Alors, quand les politiques seront brisées, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on met les plaintes? C'est quoi le processus? Qu'est-ce qu'il y a? Les conséquences, etc. Et finalement, on va faire une formation d'animateur et animatrice en ce cas aussi, parce qu'ils veulent que leurs conseillers, leur genre, le service de santé qui vont être dans le pays peuvent délivrer ou animer cet atelier sur la sensibilisation des genres. Et j'ai l'impression, quoi qu'on est très au début, que ça va aussi aller un peu plus dans l'analyse des besoins et l'analyse du genre, etc. Alors, ça, c'est à voir ce qui va se passer. Encore quelques photos du Cambodge parce que ça a été vraiment une visite très charmante. On a le marché ici, le marché russe, qui était tout près de l'appartement où j'étais. Alors, c'était très romagnard. Ça, c'est la rivière Mekong qui passe à travers Phnom Penh et les bateaux traditionnels. Et une des choses que j'ai vraiment aimé de cette voiture, c'est que j'ai appris, j'ai été introduite à des fruits que je n'avais jamais vus. Alors, 2, 3, chaque journée, ils apportaient une petite assiette avec des fruits différents. Et celle-là, ça s'appelle la mangoustine, qui est vraiment, vraiment délicieuse. Alors, si jamais vous avez la chance, prenez-en avantage. Alors, les bénéfices des affectations progressives, dans mon opinion, je trouve que vraiment, on arrive à beaucoup mieux connaître la partenaire. Quand on fait ou virtuel ou en pays une courte affectation de 2, 3 semaines, ce n'est pas aussi intense et on n'apprend pas à comprendre vraiment les besoins du partenaire et aussi de comprendre leur culture, leur façon de faire les choses, leur façon de travailler, leur processus. Alors, c'est vraiment, ça apporte beaucoup de clarité et ça ajoute vraiment au travail qu'on fait. Avec ça, on développe des meilleures relations. On apprend à se connaître beaucoup mieux. Eux sont plus confortables avec nous comme conseillers, conseillères, et nous, on comprend mieux leurs besoins. Alors, c'est vraiment le fun de développer ces relations.
On peut aussi voir un projet jusqu'à sa fin. Et vous savez, ceux d'entre vous qui avaient fait des affectations au pays de 2 ou 3 semaines, souvent on commence le processus, on leur donne des compétences, mais c'est rare qu'on a la chance de voir comment ils font en font application, où ils s'en servent et vraiment les résultats du travail qu'on a fait. Dans le cas des affectations prostatives, on a vraiment la chance de voir le processus jusqu'à sa fin. Et c'est vraiment satisfaisant de faire ça. Et finalement, je trouve que parce qu'on la voit jusqu'à la fin, on voit mieux l'impact et la différence qu'on a fait. Souvent, dans les affectations au pays, moi, ma expérience, en tout cas, c'est qu'on en revient et on ne sait pas justement si vraiment ils ont entendu, s'ils ont compris, s'ils ont mis en pratique ce qu'on leur a donné. Alors, de cette façon, on a vraiment la chance de voir l'impact qu'on a eu. C'est vraiment satisfaisant. Évidemment, il y a des enjeux. Comme toute autre affectation, c'est vraiment important de faire notre recherche et d'être sensible à la culture, souvent traditionnelle, surtout quand on parle d'égalité des sexes. Ça a un gros impact sur le travail qu'on fait, mais ça aussi, je pense, dans n'importe quelle affectation, c'est important. Le langage, on en a parlé un peu hier, c'est une barrière qui est quand même plus ou moins difficile à surmonter. Quand on fait le travail un à un, quand j'ai fait surtout au Cambodge, ce n'était pas un gros problème parce que la plupart des gens dans le petit groupe connaissaient bien le langage, l'anglais dans ce cas-ci. Mais quand on a animé les ateliers, c'était un peu plus un problème. Premièrement, ça ajoute du temps à l'animation. Et aussi, si on n'a pas de traducteur professionnel, c'est souvent un peu difficile de voir si le message s'est vraiment bien passé. Le décalage temporel, dans ce cas avec Cambodge, on a 11 heures de différence. Alors, où les réunions virtuelles étaient vraiment tard le soir ou vraiment tôt le matin. On a partagé, ça s'est mangé, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut penser. Et franchement, aussi, ce que j'ai trouvé, c'est que parce qu'on sait qu'on va être impliqué plus longtemps avec le partenaire, ça enlève un peu le sens d'urgence qu'il faut compléter le travail au plus possible. Alors, des fois, ça peut repousser un peu le travail qu'on fait. Et surtout du point du partenaire, des fois, ils sont un peu plus lents à répondre, un peu plus lents à s'engager. Mais encore, c'est une petite chose qu'on peut facilement surmonter. Alors, en conclusion, je trouve, comme Jane l'a dit, c'est une expérience vraiment gratifiante de faire une affectation progressive. Je trouve que ça mène à plus d'impact parce qu'on a plus de temps pour expliquer, plus de temps pour clarifier et je trouve que l'impact est plus grand de cette façon. Et je crois qu'on voit mieux les résultats, ce qui est vraiment satisfaisant du point de conseillère. Pour ma préférence, je trouve que si on peut faire visite au pays avant le travail virtuel, ça nous donne une meilleure compréhension du partenaire. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais ça aide à beaucoup mieux comprendre le partenaire et ses besoins. Alors, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Merci d'avoir écouté. Mes coordonnées sont sur cette dernière page. Alors, si vous voulez me contacter, soyez pas gênés, je suis bien contente de vous parler. Alors, merci beaucoup tout le monde et bonne chance dans vos affectations progressives. Merci beaucoup, Ginette. C'est toujours très intéressant d'entendre l'expérience de nos volontaires. C'est vraiment très enrichissant. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous aujourd'hui. Donc, on ouvre encore l'opportunité pour des questions que vous ayez. Benoît, je pense que vous avez levé la main avant qu'on commence à parler, que Ginette a commencé à parler. Non? Toujours une question, oui. Oui. Ah oui, ok, allez-y, c'est bien. Euh, pour les deux, la façon d'interagir avec les gens à l'écran,
dans certains cas, culturellement, c'est pas toujours évident de travailler avec des gens, de regarder, d'être à l'écran homme-femme. Donc, ça, c'est quelque chose qui est particulier dans certaines cultures. Est-ce que les gens étaient à l'aise, séparés dans leur propre environnement quand ils étaient à l'écran ou en groupe dans une salle? Est-ce que c'était facile d'interagir avec elles ou avec eux à l'écran, Ginette? Et puis, peut-être Si je dans peux, d'autres cas. si je peux répondre, dans mon cas, ça s'est bien passé. Des fois, il y avait des petits problèmes techniques qu'on a pris un peu de temps à résoudre, mais quand même, ça s'est bien fait. Et souvent, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait probablement une personne qui était en charge de partager les commentaires des autres. Euh, Par contre, ce qui est arrivé quelquefois, c'est que ils ont commencé, parce que le groupe n'était pas tous bons en anglais, ils ont commencé à discuter dans leur langage. Et alors, à ce moment-là, c'est un peu plus difficile parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe et on doit attendre qu'ils ont fini et ensuite avoir un résumé par un des participants. Mais à part ça, je trouve que ça s'est bien passé. Les gens avaient l'air quand même euh, assez confortables. Ils avaient déjà d'expérience avec ce genre de communication. Alors, on n'a pas eu beaucoup de problèmes. Alors, Jane, je ne sais pas si tu veux ajouter. Euh, c'est une question, merci pour la question, c'est très intéressante. Pour moi, en fait, pour la plupart du temps, moi, j'interagis avec nos équipes sur le terrain. Je n'ai pas toujours du contact, des communications directes avec nos partenaires. Donc, c'était très intéressant d'entendre les expériences de Ginette dans ce cas-là. Ce que j'ai vu déjà, quand même, c'est que parfois, on a des affectations virtuelles où c'est chaque personne a son propre écran, son propre ordinateur. Mais aussi, on a eu des cas où les ordinateurs, les devices sont limités. Donc, j'ai déjà vu comme un groupe de personnes qui utilisent comme un petit cellulaire pour pouvoir participer à la formation. Donc, je crois que dans ce cas-là, la conseillère a eu un peu plus de difficulté à avoir les réactions, à pouvoir comme avoir cette connexion avec les participants. Mais quand même, pour eux, de leur côté, c'était une opportunité d'apprentissage. Donc, mes expériences à ce sujet, c'est un peu limité, je me suis. Oui. Il y a d'autres questions? Sinon, j'aurais... Oui, Ginette. Là, c'est Zoom qui a reconnu ma main. C'est pas moi qui ai levé ma main officiellement. Mais quand même. Combien de fois par semaine vous avez des rencontres? Est-ce que c'est deux blocs? Toujours pour le virtuel. Est-ce qu'il y a deux rencontres par semaine ou est-ce qu'il y a des bits qui ont déjà été créés? Je sais qu'il y a déjà des mandats qui sont bâtis comme ça, donc deux fois semaine, 3 heures parfois. Mhm. Je pense que ça dépend du projet puis ça dépend du client. C'est plus facile avec Cambodge. On a commencé en faisant une réunion par semaine. Non, pardon, deux par semaine. On avait déjà les journées décidées, alors ça allait probablement toujours la même. Pour la dernière section virtuelle, euh, je ne suis pas encore certaine comment ça va se développer parce que ils ont besoin de m'envoyer de l'information, j'ai besoin de leur envoyer de l'information. Alors, ça dépend un peu combien de temps que ça prend et tout ça pour établir euh, une rencontre régulière, si vous voulez. Maintenant, avec le coaching des animateurs, je pense que ça va être probablement une fois par semaine et beaucoup plus régulier, même peut-être une fois à chaque 2 semaines. J'ai une question pour Ginette qui peut être utile pour tout le monde qui est ici. Quel est votre principal conseil pour d'autres volontaires qui se préparent pour une affectation comme ça, dans ces formats? Je pense que ma première recommandation, puis je pense que c'est pour les affectations virtuelles, mais en fait, n'importe quelle affectation, c'est de vraiment faire sa recherche et d'apprendre de comprendre la culture.
parce que la façon dont ils approchent leur travail, la façon dont ils approchent le contenu est souvent vraiment différent. Et si on peut comprendre leur façon de faire les choses, ça va beaucoup faciliter l'interaction avec le partenaire. Alors, c'est ma plus grande recommandation. Et aussi de vraiment prendre le temps de vraiment clarifier ce qu'ils ont en tête, parce que c'est souvent un peu différent de ce qui est sur le papier. Merci. Et moi, je dirais peut-être au sujet des affectations virtuelles. Je crois que c'est surtout le cas avec les affectations qui prennent lieu après l'affectation en pays. Ce qu'on commence à voir, c'est que parfois, bon, avant leur rencontre en pays, peut-être les partenaires sont un peu plus, disons, motivés. C'est plus facile de garder les réunions qui sont cédulées parce qu'eux savent qu'il y aura une rencontre en personne. Donc, on travaille envers ça. Mais après que le conseiller, la conseillère revient au Canada, ça se peut que parfois les autres travaux, les autres tâches, les autres priorités prennent précédence. Et c'est un peu plus difficile à avoir je suis désolée, je ne sais pas le mot, mais commitment, au même niveau qu'avant. Donc, nous, de notre côté, on constate ça et on commence par exemple, l'équipe de service de volontaires, on travaille avec eux pour euh, pour comment dire, être plus, d'observer de plus près, proche, euh, la fréquence des rencontres, juste pour être certaine que ça continue à s'avancer. Notre côté, pour les gestionnaires de programmes, nous aussi, on commence à travailler d'une manière plus proche avec les équipes sur le terrain pour que eux, ils font les follow-up avec les partenaires pour s'assurer que le travail continue. Parce que sinon, avec le virtuel, parfois, c'est comme une semaine passe, 2 semaines, 3 semaines avant qu'on le sait, il y a une grande perte de temps. Donc, c'est juste pour monitorer un peu mieux le travail. Super, merci. Oui, Sarah? Oui, c'était juste un complément d'information, Madame Johnston, c'est Johnston? Oui, Ginette? En fait, Ginette, bonjour Ginette. En fait, c'était vous dites au niveau des différences culturelles, en fait, sur la façon de travailler, puis qu'on peut mieux les comprendre en virtuel au début. Est-ce que vous avez un exemple justement dans votre expérience au Cambodge sur quelque chose de plus pratique au niveau des différences? Je pense que premièrement, c'était d'essayer de comprendre la culture parce que la culture était traditionnelle et de savoir, pour moi, le truc, c'était de savoir, parce que je travaillais avec un département d'égalité des femmes, j'ai présumé qu'ils en connaissaient peut-être un peu plus qu'ils en connaissaient. Alors, au début, j'avais une bonne idée de la culture nationale, mais ça a été vraiment intéressant de leur parler et de commencer à comprendre la culture organisationnelle dans laquelle ils travaillaient. Et une fois qu'on a surmonté cette petite barrière, ça a beaucoup mieux allé. Parce que je pense que ça revient aussi à ce que Jane a dit. Pour nous, c'est le projet, on a un focus sur ça. Pour eux, ils ont encore beaucoup d'autres choses qui sont leurs priorités. Alors, c'est important de savoir c'est quoi les autres demandent sur leur temps et d'être capable d'ajuster, si vous voulez. Pour les ateliers, on a beaucoup ajusté le temps pour que ce soit plus facile pour eux de participer. Un exemple peut-être un peu plus euh, précise, c'est quand on a parlé de qui participerait aux ateliers. Euh, le groupe a changé une couple de fois avant, puis quand on a évidemment à la fin animé les ateliers, ça a été le même groupe tout le temps. Avoir su que ce serait les mêmes personnes chaque fois,
Je pense que ça aurait été peut-être un peu différent dans la façon d'animer l'atelier. Ça s'est bien passé quand même. Ils avaient peur de leur côté, d'après leur expérience, que les gens ne viendraient pas régulièrement, surtout pour la formation des formateurs, parce que c'était 4 jours consécutifs et le contenu progressait d'une journée à l'autre. Et j'étais inquiète que s'il faisait une journée, manquait une journée, un après-midi, qu'il ne serait pas avec le reste du groupe pour continuer. Mais ça n'a pas matérialisé. Ils ont en fait tous pas mal participé pour les jours. Alors ça s'est bien passé. Mais c'est les petits détails comme ils veulent un atelier, mais est-ce qu'ils vont trouver les gens qui vont vraiment participer à cet atelier? Alors, différentes priorités au sein de l'organisation. Oui. Ça répond à ta question? Si on a d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ceci conclut la partie officielle de notre rencontre aujourd'hui. Merci encore à nos merveilleux intervenants d'avoir pris le temps de partager avec nous leurs connaissances et leurs expériences. J'aimerais également remercier tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui et qui ont posé d'excellentes questions. Avant de passer à la partie informelle où vous pouvez discuter informellement, j'aimerais passer un petit message. Donc, je vais encore essayer de partager mon écran. Et vous voyez bien? Oui, oui. Oui. Donc, comme j'ai dit, avant de passer à la séance de réseautage informel, j'aimerais mettre en avant l'utilisation du portail Mon Catalyst Plus pour tous nos conseillers qui sont actifs. Mon Catalyst Plus est un portail pour rechercher des opportunités d'affectation. Vous pouvez y mettre à jour votre profil, incluant votre CV et vos rôles, ce qui vous aidera à trouver des affectations qui correspondent mieux à votre expertise. Vous avez également la possibilité de définir vos préférences de notification courriel afin de choisir à quelle fréquence vous souhaitez recevoir des notifications d'opportunités d'affectation dans votre boîte de réception. Assurez-vous de configurer ces notifications si vous êtes intéressé et de toujours maintenir votre profil à jour. Donc, merci encore à tous les participants. Donc, pour ceux qui souhaitent participer à la session informelle, donc, nous allons ouvrir des salles en petits groupes pour 30 minutes de discussion. Je pense, Magda, je vais